Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission hebdomadaire consacrée aux relations Chine-Afrique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Wu Zhexian, ancien ambassadeur de Chine en République démocratique de Congo. Bonjour Monsieur Wu. Bonsoir. Vous allez nous accompagner tout au long de cette émission pour nous aider à mieux comprendre les toutes récentes actualités en Afrique, mais aussi revenir sur les faits marquants entre la Chine et l'Afrique en 2018. Mais tout d'abord, je vous propose de regarder les derniers titres de l'actualité Chine-Afrique. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi effectue une visite à Addis Abeba pour rencontrer le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Lors de leur entretien, Abiy Ahmed a indiqué que la Chine était un ami de l'Éthiopie qui avait contribué positivement au développement du pays. Il a ajouté que l'Éthiopie soutenait l'initiative Ceinture et Route et adhérait strictement à la politique d'une seule Chine. Quant à Wang Yi, il a déclaré que la Chine allait faire de son mieux pour fournir soutien et assistance au développement et au renouveau de l'Éthiopie. Après l'Éthiopie, Wang Yi se dirige vers le Burkina Faso. Depuis 1991, l'Afrique est traditionnellement la première destination à l'étranger des ministres chinois des Affaires étrangères de chaque année. Penchons-nous sur l'importance de cette visite annuelle pour la Chine et pour l'Afrique. En maintenant la tradition qui dure depuis des décennies et choisissant des pays africains pour son premier voyage annuel à l'étranger, la visite du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi révèle un renforcement des relations entre les deux partenaires. Beaucoup de choses se sont passées, parmi lesquelles l'immense forum Chine-Afrique au cours duquel la Chine s'est engagée à verser 120 milliards de dollars pour soutenir le développement de l'Afrique. Alors, nous avons constaté l'importance accrue de l'Afrique dans l'important soutien de la Chine au continent. Et ce soutien a été confirmé en 2018 lorsque la Chine a aligné les objectifs de l'initiative Ceinture et Route avec les objectifs 2063 de l'Union africaine afin de construire une meilleure coopération entre ces deux visions de l'avenir. Nous constatons peut-être la confirmation de l'engagement chinois dans le soutien du développement de ces pays. Et bien sûr, les accords qui l'accompagnent, peut-être plus de coopération bilatérale entre ces pays et l'accent mis sur l'approfondissement des relations commerciales entre ces pays. L'Éthiopie prévoit déjà de se rendre dans l'espace avec l'aide de Beijing. Le pays a annoncé qu'il allait lancer son premier satellite d'observation terrestre en septembre 2019, la Chine finançant en grande partie ce projet. Addis Abeba a indiqué que ce satellite serait utilisé pour récolter des données sur le changement climatique et les phénomènes météorologiques. De son côté, le Burkina Faso, qui a récemment rétabli ses relations diplomatiques avec Beijing, espère que les compagnies chinoises investiront dans les secteurs de l'énergie, des mines et de l'éducation. Le ministre des Affaires étrangères burkinabé a indiqué que la compagnie China Airborne Engineering négocie actuellement un prêt concessionnel avec la Banque d'import-export de Chine pour construire une nouvelle autoroute sur plus de 300 km entre la capitale Ouagadougou et la deuxième plus grande ville du pays. Le projet devrait débuter en janvier et atteindre la frontière ivoirienne. Le coût total devrait s'élever à 1,3 milliard de dollars. Pendant longtemps, l'Afrique n'était pas à la table, même si certains diront qu'elle ne l'est pas encore la table des décisions, mais d'une certaine manière, l'un des leaders économiques, la Chine, cherche à donner la priorité au développement de l'Afrique. Alors l'aide et le soutien que l'Afrique reçoit n'est pas conditionnel et est basé uniquement sur les priorités africaines. Face à ce constat, les spécialistes estiment que la coopération passée devrait continuer à s'accroître en ampleur et profondeur. Au Burkina Faso, les médecins chinois aident beaucoup de patients à voir de nouveau. La cataracte est la cause la plus fréquente des problèmes de vision chez les personnes âgées de plus de 40 ans. La chirurgie a généralement beaucoup de succès, mais elle n'est pas facilement disponible au Burkina Faso. Ainsi, une nouvelle initiative baptisée le Projet Lumière offre de l'espoir. L'hôpital Tingandogo de Ouagadougou. Ici se trouve l'un des départements les plus recherchés, la clinique ophtalmologique. Pas n'importe quelle clinique d'ophtalmologie, mais un projet portant à juste titre le nom de Projet Lumière. C'est une initiative lancée par le gouvernement chinois en collaboration avec le gouvernement du Burkina Faso
qui vise littéralement à ouvrir les yeux de ceux qui souffrent d'un des maux les plus courants, la cataracte. Le projet Lumière a été lancé le 17 décembre 2018 et ne devrait durer que 2 semaines. Pendant cette période, les médecins se sont fixés pour objectif de traiter 300 patients, dont 200 ont été recommandés pour une intervention chirurgicale. Le projet Lumière vient tout juste de faire ses débuts au Burkina Faso. La réponse est telle que 40 patients en moyenne se rendent dans cet hôpital chaque jour, chacun ayant des besoins uniques. Les médecins locaux effectuent le dépistage et prennent en charge les patients supposés pouvoir être opérés. Et quand ils viennent ici, nous faisons l'examen général pour valider leur état de santé et commençons ensuite l'examen complet des yeux, y compris chacune des couches de leurs yeux, de l'intérieur jusqu'à la rétine. Puis vérifions le stade d'avancement de la cataracte pour voir si une chirurgie s'indique. Mais l'examen ne se limite pas qu'aux yeux. Les médecins du projet Lumière entretiennent des relations de travail très étroites avec d'autres médecins en poste en Chine et avec des médecins locaux, afin de s'assurer que chaque patient sera apte à subir une intervention chirurgicale. Par exemple, cet homme souffrait d'hypertension et devait d'abord être traité par un médecin généraliste. Ceux qui finissent par obtenir le feu vert pour la chirurgie se retrouvent dans ce théâtre. Le théâtre est tellement occupé qu'en moyenne, 25 opérations de la cataracte y ont lieu chaque jour. C'est très gratifiant de voir un patient ouvrir les yeux pour voir de nouveau parce que certains patients sont devenus totalement aveugles et leur vie est très différente. C'est très gratifiant car ce n'est pas qu'une personne mais tous les patients. Et c'est ce dévouement des médecins qui leur a valu la confiance de la population locale. Quand les infirmiers m'ont dit qu'il s'agissait de médecins chinois, j'ai su que je serais entre de bonnes mains, car les Chinois sont de bons travailleurs et j'ai bon espoir que je pourrai bien nous voir à nouveau. Le projet Lumière se poursuit encore pour quelques jours à Ouagadougou, une présence vitale qui permettra à des centaines de patients de recouvrer la vue et de jouir à nouveau de la vie. Passons maintenant en République démocratique du Congo, où l'opposition et la coalition au pouvoir ont revendiqué chacune la victoire lors d'une élection présidentielle longtemps retardée. Elle devait être organisée en 2016 où devait prendre fin le deuxième mandat de Joseph Kabila, mais ce dernier a décidé de la reporter pour des raisons de sécurité. Le décompte des voix a commencé lundi après la tenue dimanche d'un scrutin instable qui avait été reporté depuis 2016. Le vote vise à désigner le successeur du président sortant Joseph Kabila au pouvoir depuis 18 ans. Les résultats ont commencé à être publiés au compte-gouttes en ligne, mais peu de temps après, l'accès à Internet a été soit ralenti, soit complètement arrêté. Ils ont fait ça, peut-être ils ont peur de la publication des résultats des élections. Ils ne veulent pas que ça puisse circuler sur Internet et que tout le monde puisse avoir les résultats bien avant. Ça nous embête parce que nous sommes dans la période de la festivité. Nous avons nos frères qui sont dans des pays à l'étranger, il faut communiquer avec eux sur les réseaux Internet. Mais comme ils ont coupé les réseaux, on n'a pas moyen de les atteindre pour la communication. Monsieur Wu, vous étiez ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo et nous avons compris que ces élections présidentielles sont extrêmement importantes pour ce pays. Et la communauté internationale espère que pour la première fois depuis 60 ans, le passage du pouvoir en RDC se fera sans effusion de sang. Mais jusqu'à présent, rien ne porte à l'optimisme. Et selon vous, quels sont les principaux enjeux? Les enjeux pour une élection, c'est clair, c'est politique. Bon, alors, dans ce pays, ce qu'on constate, en effet, il manque un large consensus national. Il y a de multiples forces politiques. En plus, vous savez, c'est un pays où les tribus traditionnelles jouent un rôle important dans la vie quotidienne, dans la vie sociale, et qui a un rôle certainement indiscutable sur le plan politique. Bon. C'est un pays très important de l'Afrique, un pays très étendu, un pays gâté par le ciel, donc très riche. Voilà. Les conditions naturelles sont très favorables pour le développement. C'est un pays que j'adore.
j'espère bien que tout se passe dans les meilleures conditions. C'est un grand pays au niveau de la superficie, de la population. C'est un très grand pays. C'est un très grand pays. Donc j'espère bien que ce pays connaîtra un développement encore plus rapide, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis une décennie, depuis cette dernière décennie, la RDC se développe assez bien, sur le plan économique. Donc j'espère bien que le pays s'engage toujours dans une bonne voie après l'élection, et que la croissance économique profitera de plus en plus à la population. Et dans certains pays africains, il semble que les conflits et l'instabilité sont récurrents. Et comment expliqueriez-vous ça? C'est très simple. Si on veut connaître le fond des problèmes, la racine, c'est l'insuffisance du développement. Ça, c'est valable non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour toutes les régions du monde. Quand vous avez le manque de développement, eh bien, vous n'avez pas suffisamment de richesses pour couvrir les besoins de tout le monde. À ce moment-là, il y a beaucoup de problèmes. Le problème de l'inégalité, le problème de corruption. Donc, encore une fois, ce n'est pas le privilège de l'Afrique, mais c'est un phénomène humain. Les remèdes se trouvent où? Se trouvent au développement. Il faut bien développer l'économie. Il faut bien garantir ensuite une très bonne répartition de la richesse créée par le développement. Et à ce moment-là, on pourrait voir les problèmes disparaître, au moins diminuer. Une croissance économique, c'est un peu la base. Ça, c'est la base. Ça, c'est vraiment la base. Le développement, c'est la base de tout. D'accord. Merci, monsieur Wu. On revient vers vous un peu plus tard. Merci pour ces précisions. Et dans cette toute première édition de Chine-Afrique en 2019, la rédaction de CGDN français a choisi pour vous le top 10 de l'actualité Chine-Afrique en 2018. Je vous propose d'abord de regarder les images avant de nous retrouver pour des analyses avec monsieur Wu.我们愿同非洲人民心往一处想，劲往一处使，共筑更加紧密的中非命运共同体。
Monsieur Wu, il s'est passé beaucoup de choses en 2018 entre la Chine et l'Afrique. Comme vous pouvez le voir, notre rédaction en a sélectionné 10. Tout d'abord, que pensez-vous de notre choix? Ouais, ce sont des choix merveilleux. Parce que vous avez choisi tous les grands événements qui couvrent pratiquement tous les aspects de la coopération Chine-Afrique. Et ce sont en effet des événements très importants pour notre coopération bilatérale entre la Chine et l'Afrique. Donc vous avez fait un très bon choix. Parce que nous avons essayé de faire une liste représentative et révélatrice, tout à fait. et aussi diversifiée, parce que on parlait souvent on se limitait souvent dans le domaine économique, mais en fait cette fois-ci on a voulu justement faire une liste un peu plus diversifiée dans différents domaines, mais très représentatifs. Vous avez réussi. Justement, en faisant ce choix, donc il y a différents domaines politiques, économiques, culture, scientifique, mais parmi ces différents secteurs, la politique, ça reste quand même le domaine le plus important pour les échanges sino-africains, notamment avec la tenue du sommet Chine-Afrique à Pékin et la tournée du président chinois Xi Jinping en Afrique. Tout d'abord, parlons un peu en fait du sommet Chine-Afrique à Pékin qui a rassemblé 40 chefs d'État africains. Et qu'avez-vous retenu de ce sommet? Non seulement 40 chefs d'État, plus 10 chefs de gouvernement, plus un vice-président, plus le président de l'Union africaine. Donc pratiquement tout le monde était là. Bon, c'est une grande réunion de la famille de coopération Chine-Afrique. Bon, c'était des retrouvailles exceptionnelles, mais c'est surtout l'occasion pour promouvoir davantage la coopération concrète entre les deux côtés. Bon. On a signé à cette occasion une centaine, pratiquement 150 documents de coopération. Donc, on n'était pas là pour bavarder. On est là pour témoigner des signatures des documents de coopération, préparés avant bien sûr, mais qui vont produire des résultats pour les 3 ans qui suivent. Parce que selon le mécanisme de coopération de ce forum, tous les 3 ans, il y a une conférence ministérielle et, si besoin est, un sommet. Voilà. Cette fois-ci, donc, on a signé pratiquement 150 documents de coopération. On a établi, comme d'habitude, un plan d'action triannuel pour mieux guider les projets de coopération. On a publié une déclaration de Pékin pour la conception d'une communauté de destin Chine-Afrique plus solide, pour exprimer la volonté de tous les pays participants de promouvoir davantage justement cette coopération. Bon. La Chine, à cette occasion, à travers le discours du président Xi, a lancé 8 initiatives faisant suite à 10 plans de coopération qui ont été élaborés il y a 3 ans lors du précédent sommet. Tout ça pour continuer notre effort, pour poursuivre nos efforts visant à donner un nouvel élan à nos coopérations. Il y a un autre fait qui est important, c'est tout à l'heure on avait bien dit que la Chine et l'Afrique ont bien connecté leurs plans de coopération à travers, côté chinois, l'initiative Ceinture Route, côté l'Afrique, le plan de développement 2063. Alors, 28 pays africains ont saisi cette occasion pour signer les documents de coopération Ceinture Route avec la Chine. Bon, donc ce sommet a produit beaucoup de résultats significatifs, substantiels et très importants. On va aussi parler un peu de la tournée du président Xi Jinping en Afrique, parce que avant ce sommet, le président chinois s'est rendu au Sénégal, au Rwanda, en Afrique du Sud et à l'île Maurice. Et comme le sommet en fait à Pékin, cette tournée pour vous, est-ce qu'elle a aussi été très fructueuse? Tout à fait, tout à fait. Alors, ce n'est pas la première fois que le président Xi s'est rendu en Afrique. Bon, et cette fois-ci, il a aussi visité plusieurs pays d'un seul coup. C'est une tournée aussi fructueuse. À cette occasion, la Chine et les pays visités ont signé une quarantaine de documents de coopération. Voilà.
à chaque fois, c'est l'habitude chinoise, à chaque fois qu'il y a des événements importants, des occasions importantes, surtout au plus haut niveau, on profite pour faire avancer de façon plus rapide les projets de coopération. Si c'était en discussion, alors on va accélérer les discussions, on dégage des consensus, des accords, pour pouvoir signer finalement des documents qui ensuite permettraient la mise en application de tous les projets de coopération substantiels. Parce qu'avec l'engagement des chefs d'État, les choses avancent plus vite. Plus vite, voilà, plus vite. Au niveau ministériel, au niveau du travail, s'il y a des décisions qui ne peuvent pas être prises, à ce moment-là, les dirigeants peuvent prendre la décision finale. Un autre événement ultra important sur le niveau politique, c'était la reprise des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine. Aujourd'hui, quand on parle de ça, c'est très d'actualité parce que il y a quelques jours, la Chine vient de célébrer le 40e anniversaire de la publication de la lettre aux compatriotes taïwanais, un document très important publié il y a 40 ans qui résumait la position du gouvernement chinois sur la question de Taïwan. Et le Burkina Faso a rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan pour nouer ses liens avec la Chine. Et quel sera selon vous l'impact de cette affaire sur les relations Chine-Afrique et aussi de part et d'autre du détroit de Taïwan? Bon, on est très content de voir les rares absents de la famille de coopération Chine-Afrique ont commencé à rejoindre depuis 2 ou 3 ans la famille. Alors, le Burkina, je crois que c'est l'un des derniers absents, et qui a finalement pris la décision de rétablir les relations diplomatiques avec la Chine. Nous sommes très heureux, comme ça, la famille serait plus complète. Pour les relations Chine-Afrique, c'est certainement un signe encourageant. Tandis que pour les relations entre les deux côtés du détroit de Taïwan, c'est aussi très important. Ça fait réfléchir. Une minorité de politiciens taïwanais, s'ils pensent encore à créer des ennuis sur le plan diplomatique de la Chine, eh bien, il devrait voir à travers ce genre d'initiative entre la Chine et certains pays qui n'avaient pas choisi l'établissement ou le rétablissement des relations diplomatiques avec la Chine, voir ces événements arriver de plus en plus. Aujourd'hui, je crois qu'il reste un nombre infime, une toute petite minorité de pays qui gardent encore les relations diplomatiques entre guillemets avec Taïwan, mais bon, je pense que la situation évolue pour permettre à ces politiciens taïwanais de mieux voir la situation, de se rendre compte que finalement ça sert à rien de créer encore des ennuis. C'est pas notre thème principal ici dans cette émission de parler des relations entre les deux rives du détroit de Taïwan. Et on parle surtout des relations Chine-Afrique. Quand on parle des relations Chine-Afrique, l'économie c'est incontournable. C'est pour ça que dans notre liste, on en a choisi 2 pour constituer cette liste de top 10. Donc le premier, c'est la Chine et le Nigeria ont signé un accord d'échange de devises d'une valeur de 2,4 milliards de dollars. Et ensuite, le deuxième, c'est très intéressant, c'est le 2 millionième passager accueilli sur la ligne de chemin de fer reliant Mombasa à Nairobi. Je pense que la première exemplifie la montée en influence de la monnaie chinoise en Afrique et le deuxième montre que les grands projets d'infrastructures construits par les Chinois bénéficient véritablement au peuple africain. Êtes-vous d'accord avec ces mots? Évidemment. Bon, alors le Nigeria, vous savez, c'est un pays important, c'est un partenaire aussi très important de la Chine. Je crois que c'est le premier marché de la Chine pour la construction des travaux, les travaux de construction en Afrique. C'est aussi le 3e partenaire commercial de la Chine en Afrique. C'est également le 2e marché des produits d'exportation de la Chine vers l'Afrique. Donc c'est un partenaire important. Du moment où ce partenaire important
plus de confiance en la monnaie chinoise. Cela faciliterait encore plus la coopération. La monnaie, c'est un symbole. Derrière la monnaie, c'est la reconnaissance de la valeur d'une économie qui est derrière. Quand vous avez un partenaire qui a plus de confiance dans votre monnaie, eh bien, c'est un très bon signe pour pouvoir promouvoir davantage la coopération. Donc, c'est certainement quelque chose de très positif. Alors, quant au chemin de fer Mombasa-Nairobi, il faut voir, en plus, au-delà du Kenya, parce que c'est vrai, ça profite énormément au Kenya, parce que ça réduit le temps de transport. Voilà, je crois qu'avant, il fallait compter 10 heures, maintenant c'est 4 heures. Ça crée pratiquement 50 000 postes d'emploi pour la construction de ce chemin de fer. Et d'après les statistiques, ça contribue à 1% de plus, 1,5% de plus pour la croissance économique du pays. Bon, mais au-delà de ça, il faut savoir que le chemin de fer Mombasa-Nairobi, c'est seulement une partie d'un réseau ferroviaire qui devrait relier plusieurs pays voisins. Je crois que 6 pays de la région sont concernés par le réseau. Donc on peut s'attendre à quelque chose de plus ambitieux, plus important pour tous les pays concernés. Le temps étant limité, je voudrais en fait passer à d'autres sujets parce que dans notre liste, on a également parlé un peu en fait des échanges, des collaborations au niveau des découvertes archéologiques, parce qu'il y a une première mission archéologique chinoise qui s'est rendue en Égypte. Ensuite, on a aussi évoqué en fait le service fourni par l'entreprise chinoise Huawei au niveau de la nouvelle technologie, surtout la technologie de cloud, donc les données de nuages. Est-ce que dans ça, constatez-vous en fait les nouvelles tendances dans les collaborations sino-africaines, parce que dans les nouvelles technologies, archéologie, tout ça, c'est assez novateur? Oui, bien sûr, mais vous savez, la Chine attache beaucoup d'importance à la coopération Chine-Afrique sur le domaine de l'industrialisation, de la modernisation de l'agriculture. Or, tout ça, l'industrie de l'agriculture ne peut pas se dépasser du progrès scientifique. Donc, du moment où on pousse la coopération scientifique, ça, vraiment, c'est le fondement pour un développement à long terme. D'accord? Donc, ça, c'est certainement quelque chose de fondamental. L'archéologie, c'est non seulement scientifique, c'est aussi humain. L'archéologie, parce que c'est l'histoire, c'est la civilisation. L'Égypte et la Chine sont 2 vieilles civilisations. Quand on collabore dans la recherche, dans la fouille archéologique, eh bien, ça contribue à une meilleure compréhension et plus d'amitié, d'affinité entre les peuples. Exactement. De toute façon, les échanges en fait ne cessent pas de s'amplifier et de s'étendre dans de différents domaines. Merci beaucoup, Monsieur Wu, pour toutes ces précisions. Et ainsi s'achève cette édition hebdomadaire de Chine-Afrique. Merci de nous avoir suivis.